La Cour pénale internationale s'acharne contre le camp des pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parole de l'avocat de Charles Blé Goudé. Il dénonce la décision de la Cour de juger son client. Pas de célébration cette année en Sierra Leone au jour de la Noël ou du Nouvel An. Ainsi en ont décidé les autorités du pays pour limiter la propagation du virus Ebola. Enfin, manifestation pour une loi autorisant l'euthanasie en France, c'était hier devant l'Assemblée nationale. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La décision de la Cour pénale internationale de juger l'Ivoirien Charles Blé Goudé pour crime contre l'humanité ne respecte pas le droit. C'est en tout cas ce qu'a déclaré vendredi à Abidjan l'un des avocats de ce proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. La CPI fait autre chose que ce pourquoi elle a été créée. Elle fait de la politique, a ajouté l'avocat ivoirien. Selon lui, la Cour de la Haye ne fait que s'acharner sur un camp, celui des pro-Gbagbo, quand du côté des pro-Ouattara, l'impunité est consacrée. Les gens roulent dans leur carrosse à Abidjan et ne sont pas inquiétés, a conclu l'avocat ivoirien. Toujours en Côte d'Ivoire, le RDR d'Alassane Ouattara plaide pour un front uni de la majorité derrière le président ivoirien pour l'élection présidentielle de 2015. Nous demandons que les partis de la coalition au pouvoir aillent à une convention conjointe avant le printemps 2015, a déclaré Joël Nguessan, le porte-parole du parti. Il rejoint de ce fait l'ancien président Henri Konaté Dié, qui avait enjoint mi-septembre dernier les militants de son parti, le PDCI, à soutenir Ouattara en 2015. Un appel qui a provoqué de vives tensions au sein du parti. Plusieurs de ces militants ont dévoilé depuis lors leur intention de briguer la magistrature suprême. Un autre élément dans ce journal, le redressement des systèmes sanitaires des pays ravagés par le virus Ebola coûtera des millions de dollars et prendra plusieurs années. Ces propos ont été tenus depuis le siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève par des ministres africains de la santé dans une déclaration conjointe. Voici les précisions. Comment reconstruire les dispositifs de santé des pays les plus affectés par le virus Ebola? C'est dans l'idée de remédier à cette préoccupation que s'est tenue à Genève une rencontre d'échange entre des experts internationaux et les ministres de la Santé de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. La propagation rapide de la maladie peut s'expliquer non seulement par un manque d'infrastructures adéquates, mais également par un manque de formation du personnel médical et par une prise de conscience tardive de la population des dangers encourus. Grosso modo, l'épidémie doit s'apporter à la faiblesse des systèmes sanitaires africains. De certains districts où on a pratiquement qu'un seul infirmier ou un aide-soignant qui n'a pas du tout la formation requise pour prendre en charge les cas liés à la prise en charge des épidémies. Donc il faut au moins une préparation de minimum 5 ans. Et le budget, il faut aller autour de 300 millions de dollars. Du côté de la Sierra Leone et du Libéria, le diagnostic est similaire. Les regards sont tournés vers la communauté internationale pour financer la construction de services de santé robustes. Nous avons aussi des contraintes logistiques. Je peux sans doute compter sur les doigts de ma main le nombre d'ambulances que nous avions au début de l'épidémie pour une population de 6 millions de gens avec des conditions de terrain aussi compliquées que les nôtres. Nous savons tous que nous avons un manque aigu d'aides-soignants, donc nous allons prioriser la formation et vraiment développer notre ressource humaine dans la santé pour essayer de renforcer nos institutions de santé. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent les responsabilités de la communauté internationale dans cette flambée épidémiologique à laquelle a assisté le monde entier. Les ministres ont tous tenu à saluer le travail remarquable effectué par les personnels de santé dans la lutte contre Ebola, qui ont payé un lourd tribut avec au moins 343 décès depuis l'apparition de la maladie.
Les rassemblements publics pour Noël et le Nouvel An sont interdits cette année en Sierra Leone en raison de l'épidémie d'Ebola, a annoncé vendredi le chef du Centre national de lutte contre cette épidémie. Il n'y aura pas de célébration de Noël ni du Nouvel An cette année, a déclaré Palo Conté, précisant que des militaires seront dans les rues pour empêcher toute festivité. Selon les statistiques officielles, la Sierra Leone comprend environ 60% de musulmans et entre 25 et 30% de chrétiens. Mais dans le pays, Noël et le Nouvel An donnent généralement lieu à des rassemblements populaires ou manifestations festives sans distinction de confession religieuse. Et puis après une année de guerre civile au Soudan du Sud, la directrice de la mission des Nations Unies espère mettre fin à un héritage de violation des droits de l'homme dans le pays. Pendant ce temps, l'ONG internationale Human Rights Watch craint le pire. Quand j'ai accepté de devenir la représentante spéciale du secrétaire général au Soudan du Sud, j'avais conscience que les défis qui m'attendaient en tant que directrice de la mission Nations Unies au Soudan du Sud seraient impressionnants. Mais je dois admettre qu'après 3 mois, rien ne m'avait vraiment préparé à voir les souffrances immenses et quotidiennes du peuple du Soudan du Sud depuis qu'un conflit créé par les hommes et donc entièrement évitable a commencé il y a 1 an dans les rues de cette ville. Nous reconnaissons que la responsabilité est un problème grave au Soudan du Sud. Un héritage d'impunité pour de graves violations humanitaires dans le passé a contribué à la crise actuelle. Cela doit cesser. Et cela doit cesser maintenant. Ce n'est pas qu'un simple manque de volonté politique, semble-t-il, qui fait qu'il n'y a pas encore la paix, mais il y a eu un manque total de volonté politique ou de volonté des deux côtés pour retenir les forces et faire fonctionner cela, pour faire de sérieux efforts, pour mettre fin aux abus contre les civils et pour démarrer une vraie enquête sur ce qui est arrivé. Nous devons craindre le pire. Nous devons craindre de voir les abus continuer et nous allons continuer de voir une division très dangereuse et vraiment effrayante entre les 2 plus grands groupes ethniques du Soudan du Sud. Dans un tout autre registre, les attaques incessantes des insurgés du groupe islamiste Boko Haram dans le nord du Nigeria continuent d'occasionner des milliers de déplacés. Majoritairement, il s'agit des femmes et des enfants. Sans quitter le pays, ils arrivent toutefois à trouver un lieu d'accueil. Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, se révèle pour l'instant le cadre le plus sécurisant pour ces déplacés. Voici les images. Derrière ces grilles, plusieurs centaines de Nigérians ont trouvé refuge. Installés dans ce camp à Yola, dans le nord-est du Nigeria, ils ont tous fui leur village pris d'assaut par les insurgés de Boko Haram. Rebecca est arrivée ici il y a 1 mois. Boko Haram a tué 2 de ses 4 enfants. Ces 3 dernières années, nous avons souffert des attaques des insurgés. Récemment, nous avons été chassés de notre village. Nous avons couru à travers la brousse pour arriver dans ce camp. Ils ont tué beaucoup de monde et brûlé nos maisons. Dans le camp, les conditions sont précaires, mais la sécurité est là. Les villes tenues par Boko Haram sont à une centaine de kilomètres et Yola n'a jamais été visée par le groupe islamiste jusqu'à présent. Dans le dortoir des hommes, l'épuisement est palpable, l'avenir incertain. Ayouba vendait des bibles à Moubi. Il a fui quand il a vu l'armée battre en retraite face à Boko Haram. Les militaires à Moubi ne pouvaient pas nous défendre. Après l'arrivée de Boko Haram, les militaires nous ont abandonnés. Ils sont partis. C'est pourquoi tout le monde a quitté Moubi. Près de 400 000 déplacés ont rejoint Yola et ses environs. Pour leur venir en aide, des ONG et les communautés religieuses s'organisent. À la cathédrale de Yola, une distribution de vivres est organisée chaque semaine. Sur une base hebdomadaire, nous invitons ceux qui vivent ici avec leurs familles et leurs amis à venir chercher de la nourriture. Cela leur permettra de nourrir une famille de 5 personnes pendant 1 semaine. Tous ces déplacés attendent avec impatience de pouvoir rentrer chez eux, mais l'armée nigériane n'arrive toujours pas à mater le groupe islamiste. Les violences ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009.
Restons au Nigeria avec les images de l'attentat à la bombe qui a tué une trentaine de personnes jeudi dernier dans un marché de la ville de Jos. Cette attaque, selon le gouvernement de la localité, serait l'œuvre, encore une fois, du groupe islamiste Boko Haram. Au moins 31 personnes ont été tuées jeudi dans un double attentat à la bombe à Jos, une ville du centre du Nigeria. Les explosions ont eu lieu sur un marché de Jos, près d'une station de bus, où une attaque du même type avait tué au moins 118 personnes en mai dernier. Au dire de Pam Ayuba, porte-parole du gouverneur de l'État du Plateau, dont Jos est la capitale, on dénombre 31 corps qui ont été découverts. Mais les secouristes sont sur les lieux et le bilan pourrait s'alourdir. Nous avons eu 2 explosions au terminus de bus et dans un délai très rapide, nous nous sommes mobilisés pour mettre en place les opérations de secours. Dès que ça s'est passé, des personnes ont été emmenées dans différents hôpitaux. Nous essayons de les regrouper avant de faire un bilan. Nous travaillons encore et comme vous pouvez le voir, de nouvelles victimes arrivent. Située à la frontière du sud chrétien et du nord musulman du Nigeria, la ville de Jos a été visée plusieurs fois par des attaques du groupe islamiste Boko Haram. Mercredi, 11 personnes ont été tuées lors de l'attaque d'une ville isolée du nord-est du Nigeria et une fillette a été arrêtée avec une ceinture d'explosifs à Kano dans le nord. Une centaine de militants en faveur d'une loi autorisant l'euthanasie s'est réunie devant l'Assemblée nationale française vendredi pour demander une loi sur l'euthanasie. Pour Véronique Massonneau, députée écologiste de la Vienne, il y a des dérives en France avec notamment 5000 euthanasies clandestines par an. Moi, je ne suis pas une militante de l'euthanasie. Je suis une militante du libre choix de chacun de choisir sa fin de vie. Il y en a qui voudront mourir naturellement, il y en a qui voudront les soins palliatifs, il y en a qui voudront la sédation, et il y en a qui voudront l'aide active à mourir. Eh bien aujourd'hui, on ne peut pas mettre ça sur ces directives anticipées. On a un pays qui l'a légalisé, dépénalisé depuis 12 ans, et malgré la désinformation que j'entends régulièrement sur la Belgique, ça se passe bien. Et que ça répond à une partie des demandes de la population. Les dérives, elles sont en France, 5000 d'euthanasie clandestines, mais il faut se révolter. Il y a quand même les 3/5 qui sont faites sans l'accord du patient. C'est justement protéger ceux aussi qui ne veulent pas de l'euthanasie, de mettre en place une loi sur l'euthanasie. Voilà. Franchement, c'est pas grand-chose que de demander une liberté pour chacun, le droit à mourir dans des conditions dignes. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Passez une très bonne journée et un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.